Bonjour et bienvenue dans notre émission spéciale Cap vers l'inclusion. Restez avec nous pour découvrir ces histoires inspirantes et les initiatives qui façonnent un avenir plus inclusif pour tous. Au collège, des élèves surmontent chaque jour des défis liés à des handicaps visibles et invisibles, nécessitant des aménagements pour une inclusion réussie. Parmi les journalistes du projet, il y a Laurine qui a la mucoviscidose, Anaï qui est dyspraxique et Maëlys a une maladie génétique qui a entraîné une malformation de sa main. Nous allons vous présenter les différents handicaps que nous rencontrons au collège, à la fois visibles et invisibles. En France, 20% des handicaps sont visibles, alors que 80% sont invisibles. Commençons par les handicaps invisibles. La maladie invalidante est une condition médicale grave qui limite considérablement les capacités d'une personne. Un exemple bien connu est la mucoviscidose, une maladie génétique affectant principalement les poumons et le système digestif. Une personnalité célèbre atteinte de mucoviscidose est le chanteur français Grégory Le Marchal. Ensuite, il y a les handicaps de naissance qui peuvent inclure diverses pathologies. Par exemple, Solène Marzinski, la célèbre athlète paralympique alsacienne qui se prépare pour les JO. Elle est déjà venue au collège. La dyspraxie est un trouble du développement qui affecte la coordination des mouvements. Un exemple est l'acteur britannique Daniel Radcliffe, célèbre dans son rôle de la saga Harry Potter, et notre présentateur français Stéphane Plaza. La dyslexie est un trouble de l'apprentissage qui affecte la lecture et l'écriture. Des exemples sont l'entrepreneur et fondateur de Virgin Group, Richard Branson, et le célèbre Albert Einstein. Les troubles autistiques affectent les interactions sociales. Le spectre autistique est large. Certaines personnes peuvent avoir des bonnes capacités dans des domaines particuliers, d'autres peuvent avoir des difficultés à parler, à comprendre les émotions des autres. Sur le spectre autistique, chaque personne est unique avec ses propres forces et défis à surmonter. Un exemple dans ce domaine de l'autisme est le directeur général de Tesla et SpaceX, Elon Musk. Pour les handicaps visuels, nous avons les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Un exemple est l'écrivain ou activiste américain Helen Keller, qui a surmonté son handicap pour devenir une figure inspirante des droits des personnes handicapées. Pour les personnes sourdes, un exemple est Emmanuel Laborie. Enfin, les troubles cognitifs affectent les fonctions mentales telles que la mémoire, l'attention et le raisonnement. Des entreprises prennent également des initiatives pour l'inclusion. Découvrons les témoignages inspirants qui agissent de ceux qui souhaitent s'engager davantage pour l'inclusion. Bonjour Monsieur Meyer. Bonjour, bienvenue chez nous. Merci. Nous avons découvert que BFM Alsace était venu faire un reportage chez vous dans le cadre de la semaine de l'emploi des personnes en situation de handicap. L'occasion de découvrir Julie, votre commis de cuisine qui a trouvé un travail dans votre restaurant malgré son handicap. Elle est atteinte de surdité depuis sa naissance. Des défis, il n'y en a pas eu vraiment, puisque Julie s'est adaptée très rapidement. Elle lisait parfaitement sur les lèvres, donc pour nous c'était facile, et elle percevait quelques sons et vibrations. Donc c'est surtout elle qui s'est donné beaucoup de mal. Nous, c'était beaucoup plus simple. Par contre, il fallait toujours qu'on se retourne vers elle pour communiquer, pour qu'elle nous voie. Parce qu'en cuisine, c'est vrai que souvent chacun est à son poste, et les ordres fusent à gauche et à droite sans qu'on se voie face à face. Donc Julie, il fallait se retourner à chaque fois. Mais ça marchait très bien. Simple, hein, communication. La communication et le bon sens. Je reviens tout le temps à la même chose. On communiquait beaucoup, et après, il y a du bon sens dans les deux sens. C'est-à-dire, à nous adapter à elle, ce qu'on faisait, et elle faisait la même chose avec nous, c'est-à-dire, c'est vrai qu'elle comprenait très vite, elle testait, et puis on finalisait. Mais à chaque fois, il y avait strictement aucun problème. On va dire simple, si seulement. Malheureusement, beaucoup de paroles, mais pas d'actes. Ah oui, ça on l'a eu souvent au téléphone, nous sommes là, nous pouvons, et il n'y avait plus jamais personne. Il n'y a jamais de retour. Non, jamais de retour, c'est triste, mais c'est comme ça. Avez-vous pu profiter d'avantages fiscaux
ou de subventions spécifiques liées à l'embauche de personnes en situation de handicap? Pas du tout. Hein. Pareil. Non. Rien du tout. Que des paroles. Mais bon, le fait, on n'était pas parti dans ce sens-là, parce que c'est vrai qu'à un moment, je crois que c'est notre expert comptable qui a dit, tiens, est-ce qu'il y a des aides? Je n'en sais rien, il faudrait se renseigner. Puis on s'est renseigné, oui, on peut vous aider, il y a des choses, mais ça s'est arrêté là, des paroles. Voilà, c'est tout. Et chacun met un peu sa petite graine, et comme c'est ce que je disais avant, sur 10 000, s'il y en a un qui sort du lot comme Artus, qui dit, voilà. Et pourtant, il a été critiqué parce qu'il faisait des sketchs sur le handicap. Et c'est lui qui fait le grand truc, et on dit waouh. Alors moi, je dirais tout simplement, faites l'expérience. C'est pas la mienne qui est importante, qu'ils fassent tous l'expérience et ils comprendront beaucoup mieux le rôle qu'ils ont pour aider à mettre en avant. C'est tout. Alors, mon parcours scolaire, comme tout le monde, j'ai commencé en primaire, j'ai terminé au collège, j'ai fait une 3e basique, donc j'ai fait mon brevet, etc. Après, je suis partie en CTM, c'est un certificat technique des métiers, en charcuterie, et ça m'a pas plu. Au bout de 3 mois, je suis partie. Et je me suis retrouvée, du coup, au supérieur à Bolfisheim, on s'appelait Boucher, pendant 2 ans. J'ai fini, actuellement. Donc. Alors, mes difficultés, comme dit, j'ai la dyslexique, la dysorthographique et la dyscalculie. Donc, la dyscalculie, c'est ce qui me comprime un peu plus le plus, du coup, puisque, les maths, etc., c'est super compliqué. Mais après, j'ai, du coup, mes collègues, mon patron, qui m'aident énormément avec ça. Et niveau réussite, grâce à eux, j'ai plus de... comment on appelle ça? J'ai réussi plus toute seule qu'avant. Et j'ai pris plus confiance en moi que quand je suis arrivée ici à 14 ans. Moi, je pense que déjà, dès qu'on a eu connaissance de sa différence, de son handicap, on a pu mieux l'intégrer au sein de notre équipe. Justement, quand il y avait des questionnements qui étaient beaucoup plus larges qu'on a l'habitude de les aborder. Et donc, on a pu l'épauler plus intensément pour qu'elle évolue au mieux et qu'elle assimile tout ce qui peut être professionnel plus aisément avec nous. Alors au départ, Chloé, quand elle est arrivée, elle nous avait pas parlé de ses difficultés. Elle m'en avait juste parlé moi au responsable. Le reste de l'équipe n'était pas au courant de ses difficultés. Donc au bout de quelques temps, on a vu que ça posait un certain problème parce que l'équipe ne comprenait pas pourquoi Chloé, quand ils expliquaient quelque chose, que le lendemain ou le surlendemain ou une semaine après, elle ne le savait plus. Donc on a dû faire un travail en amont, c'est-à-dire que Chloé, elle a dû dire ce qu'elle avait comme difficulté. Et à partir du moment où Chloé elle a dit les difficultés qu'elle avait, toute l'équipe s'est mise ensemble pour qu'elle réussisse. Donc c'est-à-dire que c'était chacun d'entre eux qui ont ramené quelque chose à chaque fois. Donc ils ont aidé, je sais qu'il y en a certains qui l'ont même fait venir chez eux à la maison, pour l'accompagner. On a trouvé quelques petites astuces pour les calculs en donnant la quantité de poids et combien il fallait mettre après de quantité d'épices. Voilà, on a essayé de trouver des outils afin de faciliter les choses pour elle. Mais pour moi, l'important c'est il faut dire le problème dès le départ. Il faut le dire, quoi. Il faut communiquer. En fait, c'est la communication qui est essentielle. Justement, le fait qu'on a eu connaissance, qu'elle s'est ouverte entre parenthèses à nous pour qu'elle nous dévoile sa différence et ses problèmes, on a pu vraiment, comme a dit Manu, l'épauler, pour qu'elle puisse s'épanouir, parce que c'est avant tout ça, parce que si on le garde pour soi, ça devient un stress, ça ronge et on a du mal, parce que justement, ça, au sein d'une équipe comme la nôtre, je dis toujours, c'est un pour tous pour un, parce que justement, il faut qu'on puisse ensemble évoluer, et alors forcément avec des paliers différents, mais qu'elle puisse elle-même justement bien s'ouvrir, et c'est ce qu'elle a fait, et depuis qu'elle l'a fait, on a bien pu justement bien cerner sa problématique et elle a bien évolué. Et de ce fait, nous aussi, on est plus à l'aise avec elle et voilà, ça se passe dans le meilleur des cas. La patience. Moi, ça m'a appris à être plus patient, être moins exigeant. Voilà. En général, voilà. La patience. Être beaucoup plus patient. Pas vouloir des résultats tout de suite, lui laisser le temps. Ça, c'est vrai, il faut faire preuve de sagesse parce qu'on n'a pas tous le même rythme et on a tendance à toujours demander, surtout dans notre société, et ça va de plus en plus vite. Et il faut savoir se pondérer et justement assimiler les gens un peu comme ils sont, avec leurs différences et leurs valeurs qu'ils ont, absolument. Moi, je dis déjà, c'est d'être à l'écoute, il faut écouter, il faut savoir s'adapter parce que c'est pas toujours évident, forcément, dans un monde professionnel.
on a des tâches à accomplir, mais justement, il faut être pondéré et il faut vraiment accepter. Et je trouve qu'une fois qu'on a fait, nous, je parle même pour ma part, je suis aussi un peu, j'ai certains handicaps, mais du moment qu'on est accepté, on est fondu dans la masse en fait, malgré nos handicaps, et on arrive vraiment à s'intégrer et à s'épanouir aussi bien professionnellement que personnellement. Au final, on en sort tous grands quelque part. C'est ça qu'il faut dire aux autres groupes. Ça ramène quelque chose personnellement, professionnellement, aux équipes et à la personne. Je vais me présenter, donc je suis Estelle Gallo, co-associée au magasin, donc au Super U de Wolfisheim. Ce qui me motive de recruter des jeunes, les jeunes c'est l'avenir. Pour parler plus particulièrement des jeunes qui auraient un handicap, pour nous c'est une richesse en fait d'accueillir des jeunes comme ça, parce que ça apporte énormément dans une équipe. Ça apporte le fait de se poser, parce qu'on est tous très très rapides, très speed dans le métier de la grande distribution, et d'avoir des personnes comme ça qui arrivent dans nos équipes, ça permet à tout le monde de se poser un peu et de prendre le temps. Et surtout, on fait de belles rencontres et c'est un enrichissement vraiment réel au niveau humain. Alors les difficultés rencontrées, c'est parfois quand on a des personnes qui ont peut-être un plus lourd handicap que Chloé. Les difficultés, c'est vraiment d'accompagner nos équipes pour qu'ils comprennent en fait les difficultés rencontrées. Donc comme disaient tout à l'heure Emmanuel et Philippe, c'est vraiment la communication qui est importante. Plus les jeunes vont être transparents, complètement transparents sur leurs difficultés, et plus l'équipe va pouvoir mettre en place des choses pour les aider et les accompagner au mieux. Les autres difficultés qu'on peut avoir aussi, c'est que des fois on est seul, on se sent un peu seul, on n'a pas trop d'accompagnement, on découvre les choses, Chloé, on l'a découvert, c'était une première pour nous d'avoir une personne qui avait des dyslexies, on ne connaît pas. Et donc la difficulté c'est qu'on se retrouve des fois un peu seul, donc après on use de notre imagination, en discutant ensemble, on arrive à mettre des choses en place, mais c'est vraiment que des fois on se sent vraiment seul. Voilà. Alors les accompagnements, comme je vous disais tout à l'heure, on en a plus ou moins. Pour des personnes qui ont un handicap assez lourd ou là où il y a une perte de productivité, on a tout un dossier à remplir, donc on est accompagné par la médecine du travail, ensuite par la GFIP, mais je vous assure qu'on a un dossier à remplir très compliqué. Pour ma part, on y passe des heures, on est accompagné par personne, il faut qu'on remplisse, qu'on mesure la productivité, le manque de productivité, c'est très très lourd. Après, on a eu des accompagnements pour des personnes qui avaient un problème temporaire, on va dire, au niveau physique, qui, par exemple, au test de caisse, qui avaient besoin d'une chaise. Là, c'est toujours la médecine du travail, en fait, qui nous aide, et Cap Emploi nous a aidés pour financer, justement, une chaise adaptée à cette personne. Mais la machine est très lourde à mettre en route. Ça prend beaucoup de temps. Leur conseil, d'ouvrir leurs portes, qu'il faut pas avoir peur du handicap, et qu'on peut avoir de très belles surprises. Qu'il doit persévérer dans ses choses et qu'il ne doit pas baisser les bras et qu'il doit prendre confiance en soi. Alors, en fait, pour nous, il était essentiel pour pouvoir connaître les difficultés que les personnes en situation de handicap rencontrent. Il était pour nous essentiel d'avoir des partenariats forts avec des associations qui connaissent ces personnes-là le mieux et qui savent relayer des messages forts auprès de nous, en fait. Donc on a un partenariat avec des ESAT et on se laisse un peu porter par rapport à des initiatives diverses et variées qu'on pourrait faire ensemble. On a fait partie aussi du Duo Day. Je ne sais pas si vous connaissez le Duo Day. C'est une journée en fait. Je vais vous expliquer parce que c'est vraiment une journée qui est formidable. C'est une journée en fait où on accueille des personnes donc. Alors pour nous, comme on avait ce partenariat avec ces ESAT, on a pris des gens qui étaient volontaires à l'intérieur des ESAT, qui viennent une journée dans notre entreprise et qui sont accompagnés par des collègues qui le veulent bien et qui vivent la vie d'un de nos collègues pendant toute une journée. Et ça leur permet de découvrir le monde de l'entreprise. Alors c'est vrai qu'on a quand même un bel exemple, peut-être pas suffisamment nombreux, il faut qu'on y travaille encore, mais on a un bel exemple, je pense que vous allez pouvoir vivre d'ailleurs lors de vos interviews, de plusieurs personnes qui sont venues sur site pendant, je crois, 18 mois, donc une longue période, qui ont été vraiment accueillis par nos collègues pour faire l'archivage de tous les équipements qu'on utilise sur le site de production. Donc c'est une tâche qui n'est pas facile, mais qu'on a voulu faire en collaboration avec ces personnes-là. Et ça a été une très très belle aventure. Alors moi je crois que déjà il faut en être convaincu. Et je pense qu'on a la chance d'être dans une société
qui nous a montré déjà que la différence, c'était une force déjà. Et le fait d'avoir un groupe avec des personnes différentes les unes des autres, ça permettait surtout d'être beaucoup plus dynamique. Et chacun, avec sa différence, apporte quelque chose au groupe. Contrairement à un groupe, on serait tous dans le même moule, à penser toujours tous la même chose, à voir la vie de la même manière et avoir les mêmes difficultés. Donc ça, il faut déjà être convaincu que la différence est une force, et donc à partir de ce moment-là, ben forcément on va l'accueillir. Donc à partir du moment où on a compris au sein d'une entreprise que la différence est une force, alors ça je pense que c'est quand même encore un domaine où on n'est pas encore tellement briefé. Il faudrait probablement qu'on fasse encore des efforts. Tout ce qui est réglementation, législation, bien sûr c'est très encadré. Je pense que d'une manière générale, de toute façon, par rapport aux interviews de recrutement, on n'a pas de discrimination à faire. C'est absolument interdit par la loi. Tout le monde a sa place, donc hommes, femmes, personnes en situation de handicap ou pas. Après, bien sûr, c'est une histoire d'adaptation de la personne au poste à pourvoir. Il faut qu'on arrive à comprendre davantage quelles sont les opportunités qu'on a, nous, au sein de l'entreprise, les différents styles de handicap qui pourraient être en adéquation avec les postes que l'on pourrait proposer. Donc oui, il y a encore pas mal de chemin à... Bonjour, bien, je me présente. Moi, je suis assistante technique chez Corteva. Donc, je travaille à 50% pour l'engineering et 50% pour la maintenance. Voilà. Alors, on a mis en place, déjà, on les a fait venir pour scanner des documents. Donc, la première des choses qu'on a mise en place, c'était un scanner qui était donc assez simple d'utilisation. Elle avait juste à poser le document, appuyer sur un bouton et à passer au document suivant. Et ensuite, on a également, pour ouvrir l'ordinateur le matin, il faut se connecter normalement avec un mot de passe, un identifiant et un mot de passe. Et donc, pareil, pour leur faciliter l'ouverture de l'écran, on leur a mis en place un QR code qu'ils devaient scanner avec et l'identifiant et le mot de passe. Et voilà, donc pour leur faciliter le travail. Je ne sais pas trop, surtout qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à vous, parce que je trouve que vous êtes des personnes vraiment volontaires et voilà. Bonjour, Xavier, le gagnant de PKSPS 17. Je vous parle en tant que de mon ancien métier qui était DRH, puisque je m'occupais du recrutement. Maintenant, je suis à la retraite. Et dans le recrutement, je ne faisais pas aucune discrimination. Donc, ce qui était important pour moi, pour le groupe, c'était effectivement de trouver la personne qui a un savoir-être, les compétences qui peuvent aussi s'apprendre pour occuper un poste dans le groupe. Donc aucune discrimination, que ce soit de couleur ou de nationalité ou d'handicap ou voilà, ben ça peu importe. À partir du moment où j'avais une personne qui voulait travailler, on pouvait faire un entretien et essayer de tomber d'accord si c'était, on peut pas embaucher tout le monde, mais de trouver des solutions ou de tomber d'accord si les compétences étaient en phase ou la personne était en phase avec le poste recherché. Voilà, la difficulté, alors c'est effectivement la personne en situation de handicap, c'est de trouver le bon poste où la personne s'intègre bien, qui correspond bien à ce qu'elle sait faire, où on peut un peu lui apprendre, mais qui correspond à ses compétences, qu'elle prenne du plaisir et que l'équipe aussi l'intègre. Pour ça, il y a plein d'organismes qui peuvent aider. Moi, j'avais de la chance, j'avais des organismes au niveau régional qui m'ont bien aidé, qui avaient des candidatures. Je leur disais un petit peu ce que j'avais besoin, donc ils m'ont bien soutenu et me présentaient des personnes avec différents handicaps et ont trouvé, encore une fois, pas pour tout le monde, mais la chance que j'avais, c'est que j'avais une grande entreprise. Et quand tu as une grande entreprise, tu as plusieurs postes, que ce soit logistique, que ce soit en comptabilité, que ce soit... Voilà. Donc il y a possibilité toujours de trouver un poste. Il ne faut pas avoir peur
pour une personne en situation de handicap. Il ne faut pas hésiter. Voilà. Il y a plein d'aides aussi pour équiper aussi équiper le poste de travail. Voilà. Donc ne pas hésiter à contacter. Il y a plein d'organismes qui peuvent vous aider. Alors on a une élève qui s'appelait Lisa, donc elle est venue en stage chez nous, ça s'est très bien passé, elle était très intéressée par ce qu'elle faisait et aujourd'hui elle passe son CAP de cuisine, donc elle a continué dans cette voie. Les adaptations, il faut savoir être à l'écoute, il faut être patient, il faut être très tolérant. Je voudrais rajouter quelque chose, déjà pour tous les collèges, que tous les enfants des ULIS en situation de handicap qui peuvent passer au moins une expérience de leur métier, peu importe où, déjà avec les entreprises, c'est très dur à obtenir des bacs, des CAP, qui puissent vivre au moins quelques jours d'expérience du métier de leur rêve. Les perspectives politiques et institutionnelles sont essentielles. Rencontrons des représentants de différentes institutions pour connaître leurs engagements. Bonjour les filles, déjà je vous remercie d'être venues et je porte beaucoup d'importance à toutes les situations de tout le monde. Tout le monde a le droit d'apprendre un métier, tout le monde a le droit de faire un apprentissage, donc nous accueillons les personnes, les jeunes en situation de handicap, puisque nous avons dans notre centre de formation à Échaud 36 jeunes qui sont en situation de handicap. Et ces jeunes qui sont accueillis dans les entreprises, qui sont accueillis, qui sont formés à un métier. Et après ça, la finalité, c'est obtenir un examen. Et lors de l'examen, vous disposez, selon le cas, d'un tiers de temps en plus. Et nous avons également sur nos 2 centres de formation, puisque nous en avons un à Échaud et l'autre à Mulhouse, nous avons un référent handicap qui s'occupe et qui encadre les jeunes qui viennent chez nous. Nous, voilà les informations qui nous sont fournies par des partenaires, c'est la GFIP, l'OPCO, l'ADAPI, et nous travaillons ensemble et puis tout cet écosystème sert aux jeunes en situation de handicap. Pour ça, nous avons des développeurs de l'apprentissage qui sont en collaboration avec tous ces organismes et aussi qui sont tout près des entreprises, et nous faisons en sorte de pouvoir les mettre en connexion les uns avec les autres et de voir quels sont les parcours, quelles sont les formations, quels sont les stages que les jeunes peuvent suivre. Il y a des aménagements qui existent, il y a aussi, vous savez, quand une entreprise ne forme pas de jeunes ou de personnes en situation de handicap, il y a des pénalités à payer. Entreprises qui ne font pas. Et sinon, si vous êtes RQTH, vous faites bénéficier l'entreprise d'abattement de charges. Nous avons une plateforme qui s'appelle apprenti-artisan.alsace. Sur cette plateforme, vous pouvez déposer vos candidatures. Et puis aussi, on a des apprentissages dating, des journées portes ouvertes également dans nos centres de formation, et puis les mercredis métiers où les jeunes peuvent découvrir les métiers, les plateaux techniques, aller dans notre centre de formation, voir comment ça se passe en boulangerie ou dans la menuiserie, voilà, donc les différents métiers, les différents environnements. Alors il y en a plusieurs, Cap Emploi, la GFPIF, on en a parlé tout à l'heure, Retravailler Alsace, et l'ADAPI qui sont les associations, et puis il y en a certainement d'autres aussi. Mais elles sont assez nombreuses ici chez nous. On est responsable de la maison départementale des personnes handicapées. Donc pour tous les droits au handicap, les droits à être aidés quand on se retrouve avec handicap, eh bien on a des collaborateurs, des agents de la collectivité, des salariés de la collectivité qui, eux, examinent les situations de handicap et selon le niveau de handicap, qui vont aider plus ou moins. Alors, par exemple, on va parfois aider à l'achat d'un fauteuil roulant. On va parfois aider aux transformations du logement
pour qu'il puisse être adapté, le logement, aux obstacles de la vie que certaines personnes en situation de handicap peuvent rencontrer. Auprès des chefs d'entreprise, des employés et des parents, nous avons relevé les points suivants qui, selon nous, freinent l'inclusion professionnelle. Sensibilisation insuffisante aux différents handicaps visibles et invisibles, formation insuffisante des employés, lourdeur, complexité administrative, multitude d'associations, AGFIP, Cap Emploi, ADAPI, qui peuvent entraîner des confusions au niveau des ressources disponibles, manque de lien entre les différents acteurs. Ça, c'est difficile. Ouais. C'est vrai. Alors à la fois, il y a de très belles choses et comme je suis beaucoup plus vieux que vous, je vois d'où nous sommes partis. Et je vois les choses évoluer positivement. Il y a beaucoup plus de choses qui se font en 20 ans qu'auparavant. Alors on n'a toujours pas, ça va pas aussi loin qu'on souhaiterait, mais il y a eu beaucoup d'évolutions. Je vois par exemple dans les structures comme nous, dans les collectivités comme nous, et dans l'administration, il y a une obligation d'avoir 6% de l'effectif des salariés qui soient des personnes en situation de handicap. Et je vois, moi, quand je suis devenu président en 2015, vous aviez quel âge en 2015? Vous n'étiez pas né? Je n'étais pas née. Si, tout juste. Avec 4 ans. Oh, vous voyez, vous êtes toute petite. Eh bien, en 2015, la collectivité à l'époque du Bas-Rhin, c'était celle que je présidais, elle payait une amende parce que on n'avait pas atteint les 6% de salariés handicapés de ma collectivité. Et donc, une de mes priorités quand je suis devenu président, c'est de dépasser ces 6%. Aujourd'hui, on doit être à presque à 7%. Mais ça a été... On est parti de très loin, on était autour de, je crois, 3% des agents. On a 6500 agents, hein, donc ça fait beaucoup, 3% de 6500. Donc du coup, dans la façon dont on recrutait, on n'avait pas... Pourtant, on est la collectivité qui s'occupe du handicap, mais il n'y avait pas les réflexes dans notre collectivité d'essayer d'encourager l'embauche de personnes en situation de handicap. Alors, on a la chance en Alsace, ça c'est quand même super, on a la chance en Alsace d'avoir beaucoup d'associations qui s'impliquent, qui sont avec des personnes soit salariées, mais aussi beaucoup de bénévoles, qui du coup mènent des actions. Et on vient souvent en financement, c'est-à-dire qu'on leur apporte les moyens, parce que souvent le problème de ces associations, c'est qu'elles voudraient faire plein de choses, mais elles n'ont pas toujours les revenus, l'argent suffisant pour faire des choses, quoi. Donc, on peut malheureusement pas faire des miracles, parce que nous aussi on manque de moyens, mais je vous disais tout à l'heure, pratiquement 300 millions que la collectivité apporte chaque année pour justement accompagner les personnes handicapées. Votre avis sur la création d'un répertoire pratique qui centraliserait les associations? C'est une très bonne idée. On voudrait toujours qu'il y ait un seul guichet. Mais les situations sont parfois tellement différentes dans le handicap. Il y a tellement de situations différentes que c'est difficile parfois qu'avec une seule structure de pouvoir tout répondre à tout. Alors le guide, je pense que ça peut être une idée à regarder. On en avait déjà fait, il y en a fait il y a quelques années. Ce serait bien de le réactualiser pour que ce soit plus simple. Alors j'ai vu encore récemment, mon père devait remplir aussi un dossier de handicap pour justement le stationnement, parce qu'il a du mal à se déplacer, il a 89 ans. J'ai re-regardé le dossier, c'est vrai que c'est compliqué. Donc je propose que Christelle travaille là-dessus, avec Isabelle Dolinger, qui est vice-présidente en charge de l'amélioration du service public. Leur donner leur chance. Il faut donner la chance aux jeunes. Ici, je me dis souvent, on doit prendre plus de jeunes en stage, quels qu'ils soient handicapés ou pas. Et parfois, vous savez, c'est du travail en plus.
Et comme c'est du travail en plus, certains ne veulent pas s'en rajouter, ce que je comprends, parce qu'ils ont déjà beaucoup de choses, si on veut bien s'occuper d'un stagiaire. Ce qu'on a défendu, c'était que pour la reconnaissance des personnes dans les actes, il y a deux choses qui me semblaient importantes, c'est que leur travail soit vraiment considéré comme un travail, c'est-à-dire qu'ils aient une fiche de salaire, qu'ils deviennent des salariés. Et donc ça, c'est en train d'évoluer, et ça, je pense que c'est bien, parce que c'est une vraie reconnaissance, parce que sinon, on aurait pu dire que ça n'a pas la même valeur en termes de travail. Donc là, que cette reconnaissance-là de la valeur travail soit reconnue, ça c'est important. En parallèle, ce qu'on fait pour les ESAT, on n'a pas la compétence pour agir sur le côté professionnel, mais on a la compétence pour agir sur le côté social. Et donc, du coup, souvent, on essaie de trouver des solutions, par exemple, de logement pour la personne en situation de handicap qui travaille en ESAT, où on va faciliter les mobilités. Donc ça fait partie du coup des choses qu'on va faire pour faciliter l'accompagnement des personnes en ESAT. Faites-vous confiance. Vous avez du talent. Écoutez, pour moi, la question ne se posait pas, c'est-à-dire tout cela m'a semblé naturel. Savez-vous que dans mon parcours de formation, je suis effectivement enseignant spécialisé. Donc, cela prouve bien que j'ai une sensibilité toute spéciale pour les enfants qui sont porteurs d'un handicap. Et c'est pourquoi ils sont les bienvenus ici à la commune de Sophienheim. J'ai pu converser avec mon équipe, donc mon équipe a bien collaboré, a trouvé bien sûr des moyens pour faciliter l'intégration du jeune homme notamment, puisqu'il s'agit d'un jeune garçon. Donc ils ont mis en place des moyens mémotechniques, ils ont mis en place des énigmes, des compétitions et des petits jeux. Voilà, donc ils ont fait en sorte que ce jeune homme soit effectivement bien intégré et qu'il travaille dans les meilleures conditions possibles. Effectivement, nous avons obtenu donc une somme d'argent, je ne saurais maintenant vous le dire combien, donc du Fonds de l'insertion des handicapés donc dans la fonction publique. C'est une aide donc à l'apprentissage de mathématiques. Voilà, nous l'avons effectivement eu. Là, il fallait bien sûr un peu adapter la pédagogie de mes agents, et être patient, admettre aussi quelques errements, quelques erreurs peut-être d'interprétation des consignes. Mais bon, si le jeune homme est conscient et s'il veut effectivement s'inclure dans l'équipe, il n'y a aucun souci. Je pense qu'il faut aussi valoriser son travail, ce qu'ils ont fait systématiquement. Donc voilà, tout ça, ça s'est fait parfaitement bien. Voilà. Il est bien ce que vous faites là aujourd'hui, c'est un exemple très très valeureux et très probant pour que d'autres expériences puissent se faire, notamment notre expérience réussie dans le cadre de la fonction publique territoriale, et que ce soit diffusé. Donc maintenant, il faut que les enseignants, vous-même, puissiez également convaincre les chefs d'entreprise. C'est un moment pas facile, je sais, parce que il faut être dans l'efficacité au niveau des entreprises. Il faut aussi consacrer un peu de temps aux jeunes hommes ou à la jeune fille. Donc tout ça, ça demande donc un réel effort, une volonté effectivement d'intégration. Les associations jouent un rôle clé dans ce processus d'inclusion. Parmi les nombreuses associations, écoutons l'ADAPI et le cabinet Acticea, spécialisé dans l'animation des politiques handicap des entreprises. Et donc ça, c'est moi pour vous le présenter. Donc l'ADAPI Papillon Blanc d'Alsace, c'est une association de parents et c'est une association qui intègre, c'est une fusion entre deux associations, l'ADAPI du Bas-Rhin et les Papillons Blancs du Haut-Rhin, qui ont fusionné pour faire une grande association au niveau de toute l'Alsace. Donc au niveau de l'association, on a plusieurs champs de compétences. On a une section enfance, on a de l'accueil spécialisé,
On a de l'hébergement qui est un gros pôle et un grand pôle dans le travail. Alors, dans un premier temps, notre socle à nous, c'est le travail, donc la production. Donc, on travaille chez nous en interne dans les ESAT, mais une fois qu'on a créé ce lien avec les entreprises, l'objectif ultime, c'est l'inclusion dans le milieu ordinaire, c'est-à-dire que les personnes puissent travailler dans les entreprises. Et du coup, on a plusieurs passerelles. On a donc notre activité de production chez nous. Donc il y a ce passage entre les entreprises et nous. Et après, les personnes sont amenées soit à travailler en détachement, donc ils vont dans les entreprises. Ça, c'est sous forme de détachement individuel. Donc la personne, elle va dans l'entreprise et elle a un tuteur sur place qui s'occupe de lui. Ou alors, c'est des détachements collectifs qui sont organisés. Donc il y a un encadrant qui emmène un groupe de personnes dans l'entreprise. Comme par exemple, on a un grand partenaire qui est Siemens aussi, qui lui, on y va toute l'année. Il y a un encadrant sur place et 7 à 8 personnes qui vont dans l'entreprise tous les jours. Il y a on va dire deux côtés. Il y a le côté entreprise au-dessus qui ont plus de 19 personnes, plus de 19 salariés. Ces entreprises-là sont assujetties à une taxe qui s'appelle la taxe AGFIP. Donc ils sont obligés d'avoir un certain pourcentage de personnes en situation de handicap, ou alors ils ont une taxe qu'ils doivent payer. Donc ça, c'est quelque chose qui a été mis en place par l'État pour inciter les entreprises à embaucher des personnes en situation de handicap. Donc ça concerne les entreprises au-dessus de 19 salariés. En dessous de 19 salariés, il n'y a aucune on va dire, contrainte. C'est les entreprises qui veulent travailler avec nous et qui le font ou qui le font pas, quoi. Alors justement, je reste un peu sur ce sujet-là. On fait plein de formations, que ce soit dans la lecture, écriture, formation gestes et posture, formation, ce qui est beaucoup demandé dans les entreprises, c'est aussi de savoir utiliser un tire-pale, savoir utiliser un chariot élévateur, ce genre de choses. Être autonome sur tout ce qui est calcul au niveau par exemple sur une balance compteuse, ce genre de choses. Donc c'est des activités qu'on a chez nous et qui nous permettent de former les personnes, soit sur le poste de travail, soit en dehors, parce qu'on a des services d'accompagnement et des services de formation qui mettent en place ce genre de formation. Au niveau de la mobilité, vous avez aussi beaucoup qui essayent de faire le permis, justement pour pouvoir se déplacer. Alors, une des nouveautés de ces dernières années, c'est que il y a le permis lambda, le permis normal, mais il y a aussi le permis juste pour voiture automatique. Donc, vous pouvez faire le permis automatique, ce qui ouvre un peu plus à encore d'autres personnes, en fait. Oui, on avait déjà dernièrement, on avait quelqu'un qui était en Ulysse et il est venu faire un stage de 2 à 3 semaines. Et c'est, en fait, on vous appelait la structure et puis après, le choix est à faire, à savoir ce qui l'intéresse le plus. Alors, en général, on essaie toujours de faire une première présentation globale de l'ensemble des activités. Et après, on définit avec la personne sur quel secteur il veut plus se cibler. S'il a envie de travailler dans les espaces verts, plutôt en menuiserie, dans la restauration. Acticea est un cabinet expert du handicap qui accompagne les entreprises dans l'animation de leur politique handicap, ainsi que les candidats bénéficiaires de l'obligation d'emploi dans leur recherche du poste idéal. Nous leur proposons des postes adaptés à leurs besoins et à leurs envies, stages, alternance, CDD, CDI. En plus d'être un cabinet de conseil, nous sommes une entreprise adaptée et comptons plus de 70% de personnes en situation de handicap dans notre effectif. Depuis 2012, nous œuvrons chaque jour pour plus de diversité et pour une société plus inclusive. Chaque année, nous accompagnons les grandes entreprises sur le duodé, comme Lidl. Alors moi j'ai l'expérience du coup de la journée du Duodé.
Donc, j'ai accueilli Tatiana. Action, MGEN, Carrefour. En 2023, nous avons concrétisé 898 duos, toutes entreprises confondues sur tout le territoire, permettant à de nombreux jeunes en situation de handicap de découvrir le monde professionnel et de démontrer aussi leurs compétences, leur potentiel, sur des postes de terrain, comme équipier polyvalent, mais aussi des fonctions support, comme les ressources humaines. Je vais vous partager donc les 4 conseils d'Acticea pour un duodé réussi. Écoutez et demandez à la personne ce dont elle a besoin sans imposer votre aide. N'infantilisez pas une personne en situation de handicap. Elle est pleine de ressources et de compétences. C'est sur ces aspects de sa personnalité que vous devez vous concentrer et vous projeter. Échangez normalement et adaptez le débit ou le degré sonore de votre voix. Si la personne a des difficultés pour vous entendre ou vous comprendre, elle vous le dira. Quel que soit le type de handicap, restez naturel. Et je me souviens d'un duodé où Alex, un jeune passionné d'informatique en situation de handicap moteur, a passé une journée avec l'équipe IT d'une entreprise et son enthousiasme et ses compétences ont vraiment impressionné toute l'équipe. Et quelques mois plus tard, Alex a été embauché en alternance, montrant que le duodé peut aussi ouvrir des portes. Les jeunes en situation de handicap ont un rôle majeur à jouer. Les entreprises doivent leur laisser la place qu'ils méritent, car demain, ils seront les managers, les responsables, les collaborateurs et les ambassadeurs qui continueront de promouvoir l'inclusion. Commencez dès maintenant à être une entreprise inclusive avec le duodé pour les personnes à partir de 14 ans, avec l'alternance et les stages à partir de 18 ans et avec les contrats CDD, CDI ensuite. Chez Acticea, nous prouvons chaque jour que handicap et performance sont 2 notions conciliables. Nous encourageons toutes les entreprises et collèges à s'engager dans cette voie pour une société plus inclusive et plus forte. Voyons maintenant comment les parcours en IM-Pro et en ESAT peuvent ouvrir de nouvelles perspectives pour certains jeunes, un milieu souvent méconnu qui suscite parfois des craintes chez les parents. Donc les jeunes de l'IM-Pro, ils ont une orientation de la MDPH qui dit qu'ils peuvent venir en IM-Pro. Donc ce sont des jeunes qui peuvent venir d'IME ou de classe Ulysse, même de lycée parfois Ulysse. Ils peuvent venir à partir de 14 ans, mais il y a des jeunes qui viennent parfois que à 16-17 ans. Donc quand ils arrivent à 14 ans, ils vont dans un groupe qui s'appelle le groupe préparatoire. Donc on essaye de leur apprendre à vivre en collectivité déjà, et puis à asseoir les premières bases pour réussir à être stable dans son comportement et apprendre différentes choses au niveau cognitif, au niveau de la dextérité. Ils ont de l'enseignement scolaire aussi, mais beaucoup d'activités manuelles, de savoir-vivre et de savoir-être. Ils passent après aux ateliers professionnels, donc là ils ont le choix de plusieurs ateliers, donc comme le disaient les jeunes avant, la menuiserie, la cuisine, l'entretien des locaux, les espaces verts. Ils y restent en général 2 ans et après ils passent au service d'insertion professionnelle et sociale, donc c'est le service dans lequel on est ici et on travaille. Et là on prépare plus les jeunes à la sortie d'IM-Pro et pour qu'ils trouvent du travail la plupart du temps en ESAT. Donc là ils font des activités en lien avec le conditionnement et la blanchisserie au centre de Artouze. Mais ils font aussi beaucoup d'autonomie de vie sociale, donc ils font pas mal de sorties, comme le disaient aussi d'autres jeunes, pour être le plus autonome possible et pouvoir se débrouiller le plus possible dans leur vie sociale et quotidienne. C'est pour ça par exemple qu'ils font du ménage aussi, des courses. Voilà, l'objectif étant d'être vraiment le plus autonome possible en sortant d'ici, que ce soit dans la vie sociale et la vie professionnelle. Je m'appelle Mélanie, j'ai 20 ans, j'habite à Wissembourg. Avant de venir ici, j'étais en collège Godefroy de Wissembourg en Ulysse et je suis venue ici en IM-Pro. J'aime beaucoup la sous-traitance. D'accord. Là aussi la cuisine. Du marquage pour les résidents. Et puis tout ce qui est linge les résidences. Je souhaite travailler en conditionnement à l'ESAT de Reichshofen. Bonjour, je m'appelle Alexandre, j'ai 20 ans et d'abord j'étais dans 3 primaires, L de Steinsels de Wissembourg et d'Unschbach. Après j'étais au collège de Wissembourg en Ulysse et après j'étais
l'IMPRO au centre de Artouze. Moi, ma difficulté, c'est que en primaire, j'étais dyslexique, mais maintenant, ça s'est amélioré par rapport au collège et par rapport aussi à l'IMPRO aussi. De faire beaucoup de stages et ça m'a bien plu. Dans le domaine du conditionnement à l'ESAT de Wissembourg. Moi, je conseillerais les collégiens et les collégiennes à venir à l'IMPRO parce qu'il y a moins d'harcèlement et moins de problèmes. Moi, c'est Frédéric, j'ai 21 ans, j'habite à Bischwiller. Avant de venir ici, j'étais à l'IM Les Glycines et je suis arrivé au centre de Artouze en août 2018. Mes réussites, c'était avoir fait des bons stages, avoir des bons bilans de stage pour avoir un travail plus tard. On est aidé par une équipe éducative, on a moins de scolaires et on peut faire plus de stages. Donc ici au centre de Artouze, nous avons 4 services en ESAT et entreprises adaptées. En ESAT, on a de la restauration et de l'entretien des locaux. Et en entreprise adaptée, de la blanchisserie et des espaces verts. En tout, nous accueillons 26 travailleurs en ESAT et 10 travailleurs en entreprise adaptée. Les travailleurs ont plusieurs possibilités et du coup, moi, c'est un petit peu mes différentes casquettes que j'ai ici à l'ESAT. Je suis coordinatrice du pôle travail adapté. Les travailleurs ont le droit à des activités de soutien sur leur temps de travail, donc ils peuvent bénéficier à plusieurs ateliers. Ils peuvent également bénéficier de stages, donc comme je disais précédemment, c'est pas parce qu'on est en ESAT qu'on va rester en ESAT toute notre vie. Ils peuvent avoir des perspectives et d'autres projets. Ils peuvent également bénéficier à des formations. Sur le temps de travail, ils ont également droit à un suivi psychologique. Donc on a ici au centre de Artouze une psychologue. On a également un partenariat avec une orthophoniste, donc pour des séances d'orthophonie, et on a une infirmerie, donc pour toute la partie médicale, avec l'infirmière de l'ESAT. Pour travailler ici à l'ESAT du centre de Artouze, il faut la notification de la MDPH, donc l'orientation ESAT pour travailler en ESAT, ou la RQTH, donc la reconnaissance qualité de travailleur handicapé pour travailler en entreprise adaptée. Avant d'être admis à l'ESAT, il effectue des stages. Donc d'abord c'est un stage découverte de 15 jours, déjà pour voir si le service convient, si les missions qu'on lui donne sur son temps de travail, si ça peut lui convenir. Et après il y a un stage plus long pour évaluer vraiment les capacités, les compétences et le rythme de travail. Donc là on est dans les ateliers espaces verts qui font partie donc de l'entreprise adaptée, EA. Donc entreprise adaptée, et donc ce sont des salariés, ce ne sont pas des bénéficiaires comme à l'ESAT, et donc toute la partie médico-sociale, les travailleurs de l'entreprise adaptée n'y ont pas droit. Ils ne peuvent pas bénéficier du suivi psychologique, du suivi infirmier et des activités de soutien. En revanche, ils peuvent également faire des formations et des stages comme n'importe quel travailleur. Alors moi c'est Sandra, je suis l'encadrante de la blanchisserie. J'encadre une équipe de 6 personnes en situation de handicap. Ce sont des entreprises adaptées et des travailleurs en ESAT. C'est une équipe mixte. Donc mes missions sont de permettre aux personnes de monter en compétences dans le milieu du travail, en leur apprenant les bonnes méthodes de travail, les bonnes techniques liées au métier de la blanchisserie. Avant d'être ici, j'étais au lycée Goulden de Bischwiller. J'ai fait 3 ans de CAP à la blanchisserie. J'ai fait plusieurs stages à l'EPSAN de Brumath. J'ai eu mon diplôme. Et j'avais un accompagnement CESAD. Et grâce à lui, j'ai trouvé le travail ici, au centre d'Artouze. Et ici, j'étais un remplacement de quelqu'un. Oui. Mais ils m'ont gardée parce que je travaille bien. Et je souris beaucoup, souvent. Écoutons à présent les témoignages poignants des jeunes, de leurs familles qui nous racontent les réussites, les obstacles et les défis rencontrés. Je me présente, je m'appelle Laura, j'ai 27 ans, je fais de l'équitation et j'aime beaucoup les animaux. Je suis une grande prématurée, c'est pour cette raison que j'ai un handicap, j'ai des problèmes d'apprentissage et de logique. Je suis agent technique dans un lycée. Dans mon parcours, je n'ai pas fait une scolarité ordinaire. J'étais en ULIS, puis en SECPA au collège et j'ai fait un CAP APR, agent polyvalent de restauration. Je rêvais de devenir vétérinaire, mais je n'avais pas le niveau pour faire des grandes études.
mes problèmes de logique m'empêchent de fonctionner comme tout le monde et c'est parfois difficile à accepter. Le soir, après l'école, je travaillais beaucoup pour essayer de comprendre et pour apprendre, mais ça ne suffit pas. J'aime bien cuisiner et pâtisser, alors j'ai fait des stages dans ce domaine et j'ai trouvé ma voie. Comme j'ai beaucoup travaillé, j'ai obtenu le CSG au collège et le CAP au lycée. J'ai d'abord travaillé au camp d'Oberhofen comme agent polyvalent de restauration. Je ne travaillais pas aussi que les autres et j'oubliais des choses. Mais j'avais d'autres qualités et mon chef a décidé de renouveler mon contrat. Mon chef était bienveillant, il voyait que j'étais volontaire, courageuse et motivée. J'ai démissionné de l'armée parce que la région Grand Est me proposait un poste d'agent technique dans un lycée. Depuis 2016, je travaille au lycée, à l'entretien des locaux et en cuisine. Au début, c'était compliqué, j'oubliais beaucoup de choses. Je ne comprenais pas toujours les consignes et j'étais très stressée. Alors j'y arrive encore moins. Jusqu'à 20 ans, j'ai été aidée par le CESAD. J'avais une psychologue et éducatrice. J'ai appris beaucoup de choses et j'ai gagné en confiance, même si je reste fragile. C'est la mission locale qui m'a trouvé le poste. J'étais aussi inscrite à Cap Emploi. Au lycée, j'ai bénéficié d'un accompagnement de l'aide à pied pour m'aider et pour sensibiliser le personnel à mon handicap qui est invisible. Mes parents m'ont toujours soutenue, encouragée et motivée. Le CESAD m'a bien accompagnée aussi, mais malheureusement, ça s'arrête à 20 ans. J'ai également une orthophoniste qui m'aide beaucoup. J'y vais depuis que j'ai 4 ans et j'y vais même encore aujourd'hui. Mon chef actuel a bien compris mon handicap. Il a adapté mon poste pour que je puisse bien travailler. Mes collègues sont bienveillants. Dans mon parcours, j'ai eu de la chance de rencontrer des personnes sensibles à mon handicap qui m'ont aidée et je témoigne aujourd'hui pour les remercier. Ensemble, on peut déplacer des montagnes. Avec un handicap, tu dois être fort, travailler plus, te concentrer plus et ne jamais baisser les bras. C'est un combat que tu peux gagner. Alors Laura est née, c'était une très grande prématurée. Les premières années se sont passées à peu près bien jusqu'au moment où il a fallu la scolariser. Donc elle est partie en école primaire dans la commune et rapidement on s'est rendu compte qu'il y avait un grand décalage avec elle et les autres élèves. Ensuite, il a fallu la maintenir une année en maternelle, ce qui n'a pas forcément arrangé les choses. Son retard était toujours présent et elle a été donc scolarisée en Ulysse primaire. Ensuite, elle est partie en SECPA et elle a fait au lycée un CAP agent polyvalent de restauration dans une structure normale, donc sans adaptation. Elle a fini par avoir son diplôme. La recherche d'emploi, c'est essentiellement les parents qui ont fait toutes les démarches. Elle était certes inscrite à Pôle emploi. Elle était inscrite à Cap Emploi qui s'occupe des personnes en situation de handicap. Elle était inscrite à la mission locale. La mission locale, par contre, lui a proposé des rendez-vous mensuels et aussi une formation d'1 semaine, comment se présenter, comment trouver du travail. Finalement, c'est la mission locale qui lui a proposé un premier emploi en tant qu'intérimaire à l'armée. Elle a occupé ce poste pendant 9 mois, elle a eu 2 contrats et finalement le contrat allait se finir quand le Grand Est l'a appelé pour un poste d'agent dans un lycée. On aurait aimé un peu plus d'aide parce que finalement les parents d'enfants en situation de handicap se sont un peu perdus. Le CESAD s'arrête à 20 ans, donc plus d'aide et il faut se débrouiller. Et là, j'ai envie de dire aux parents, allez-y, lancez-vous et battez-vous. Bien sûr qu'il y a des obstacles quand on est parent d'un enfant handicapé, car le milieu ordinaire n'est pas toujours prêt à accueillir l'enfant handicapé. Et puis, Laura était dans une situation où elle ne rentrait pas dans le cadre d'un poste adapté qu'on pouvait lui proposer. Son handicap n'était pas assez important. Pourtant, il était parfois trop important pour occuper un poste en milieu ordinaire. Donc il a fallu se retrousser les manches et s'y mettre. Alors le Grand Est a fait appel à l'ADAPI
Et c'est effectivement cet organisme qui a permis à Laura, après plusieurs contraintes, un accompagnement quand même assez long, mais qui a réussi à mettre en place des choses pour l'aider. Et aussi, cet organisme s'est adapté et lui a trouvé des solutions pour qu'elle puisse occuper son poste. Ensuite, l'ADAPI aussi a sensibilisé son entourage professionnel, autant la direction que les collègues. Et puis est arrivé un nouveau chef de service qui, lui, était très sensible à l'handicap et qui a tout mis en œuvre pour que Laura soit bien dans son travail. C'est-à-dire qu'il a adapté ses horaires, il lui a proposé un poste dit simple, c'est-à-dire sans complexité, répétitif, qui lui permet de faire son travail en toute autonomie. Et elle a aussi une collègue qui vraiment au quotidien l'accompagne avec beaucoup de bienveillance. Pour favoriser l'inclusion professionnelle, je pense qu'il faudrait une structure qui accompagne les entreprises, les parents et la personne en situation de handicap. On a besoin d'être guidé et aujourd'hui nous n'avons absolument rien qui nous accompagne. On peut juste retrousser nos manches en tant que parents et foncer. C'est la seule chose qu'on a. Alors le conseil que je donne aux entreprises, c'est juste d'écouter leur cœur et puis de donner la chance à la personne en situation de handicap. Car une personne en situation de handicap dans sa vie a été obligée de développer d'autres qualités que la personne ordinaire n'a pas. Donc, il faut leur laisser une chance, ne pas avoir peur de l'handicap, parce que la peur empêche les entreprises d'embaucher, de se lancer. Et pourtant, la diversité, c'est ça qui fait la force. Et nos enfants, nos jeunes en situation de handicap ont des ressources. Il faut juste leur laisser leur chance. Concernant le conseil que je donne aux élèves ou aux jeunes à la recherche d'un emploi, eh bien c'est, oui, vous pouvez faire appel à des organismes, mais l'expérience aujourd'hui nous dit que c'est pas encore au point. Donc ne baissez pas les bras, allez-y, foncez, montrez qui vous êtes et ne vous laissez pas sous-estimer, vous le valez bien. Et puis le conseil pour les parents, eh bien, nos enfants n'ont pas décidé d'être handicapés. Et donc, battez-vous pour vos enfants, c'est le combat de votre vie. Merci à vous. Je m'appelle Maxime, j'ai 20 ans, je suis passionné des chevaux et de la nature. Je suis la maman de Maxime. C'est un parcours du combattant de tous les jours. Maxime est un enfant qui a été différent dès tout bébé. À la rentrée scolaire, au bout de 10 jours, la maîtresse nous a dit qu'elle ne peut pas le garder, que c'est compliqué. Donc bon, on était en panique totale à bord. Bon, nous avons parlé avec la pédiatre qui nous a fait faire plein d'examens, plein de contrôles, et donc l'école c'était très compliqué, ils voulaient pas le garder, mais bon, nous avons persévéré. L'acceptation comme quoi Maxime est différent par les parents, c'est jamais évident. Nous l'avons fait redoubler la grande section de maternelle pour voir s'il n'arrive pas à rattraper son retard, mais bon, après de longues réflexions, nous l'avons mis en Ulysse école, donc il lui a beaucoup aidé quand même. Bon, après c'est compliqué, il y a le taxi, il y a les mises en place parce que c'est pas à côté, il y a les demandes à faire, on n'est pas aidé. Il a eu une orientation CESAD, bon, qui était quand même disponible, voilà, mais on se trouve souvent seul au monde. Il a fait son CP, CE1, CM1, CM2 en Ulysse. Il aurait dû aller en 6e collège. Étant donné qu'il n'y avait pas de place, on voulait nous l'orienter en collège ordinaire à Merziller. Le papier était fait, nous avons eu un combat de 1 mois pour trouver une place. Nous sommes seuls en tant que parents.
quand on se retrouve dans cette situation. On vous dit juste, mais soyez patient, il y aura une place qui se libérera, ne paniquez pas. Nous avons cherché de l'aide à droite à gauche, chez le député, l'inspection académique. On en avait tellement marre au bout d'un mois. Nous sommes allés voir les DNA. Nous avons fait paraître une annonce dans les DNA parce qu'on a eu d'aide nulle part. La seule chose qui nous a aidés, parce qu'à partir de ce moment-là que l'annonce est parue, il y a des portes qui se sont ouvertes. Maxime, nous l'avons orienté en CAP jardinier paysagiste à Aubernais, mais le problème est de trouver un patron. Alors heureusement, il a eu la chance d'être en classe d'Ulysse et qu'à partir de la 4e, il a eu le droit de faire beaucoup de stages. Et c'est ce qui l'a quand même aidé à montrer ses capacités. Mais bon, le patron, il a quand même trouvé par bouche à oreille. Quand on a dit qu'il a le patron, on nous disait qu'il n'y arrivera pas, mais finalement, oui, Aubernais, c'est trop loin. Maxime, avec son handicap, ne voulait pas dormir là-bas. On a essayé de nous retourner. Non, ça n'ira pas, c'est trop loin. Maxime s'est quand même retrouvé à aller sur Strasbourg en train. Il n'a jamais eu l'occasion, de prendre un bus donc c'était vraiment 8 jours compliqués. En tant que parent, j'ai pris repos. Je l'accompagnais en gare de Strasbourg. Je lui remontrais, j'ai fait l'aller-retour, je passais la journée à Aubernais pour qu'il y arrive. Qui était pas évident pour Maxime, comme sa lecture n'était pas fluide. Arriver en gare de Strasbourg et chercher son train. Il est où? Donc il était devant le panneau. Ah mince, c'est déjà passé. Et au bout de 4 jours, je l'ai laissé aller tout seul et je l'ai accompagné. Je l'ai de loin. Il savait pas que j'étais derrière et il a persévéré et il est arrivé. C'est une grande victoire pour nous. Les conseils à donner, ce serait bien de sensibiliser les patrons aux difficultés que ces jeunes pourraient avoir, comment les aider, comment les mettre peut-être en relation. Il y a énormément d'associations qui peuvent les aider, il y a énormément... Mais même nous, on est vraiment perdus dans tout ça. Il faudrait qu'il y ait une personne qui fasse le lien, ce qu'il n'y a pas en ce moment. Au jour d'aujourd'hui, on est super fiers de notre fils. Sans lui, on n'y serait pas arrivé, parce que il a aussi donné beaucoup de sa personne. S'il n'avait pas voulu, s'il n'avait pas... nous le poussions tout le temps, franchement, bravo Maxime, et continue comme ça. On était fiers des parents qui m'ont soutenu tout au long de mon parcours. Alors, moi je m'appelle Ginny. Si je suis là, c'est... il y a un petit peu 2 raisons. Ce serait à la fois peut-être un cri de colère pour moi, pour moi-même. Finalement, ça me permet un petit peu de me sentir, de me sentir plus moi-même, de m'accepter et de me sentir légitime un peu dans ce parcours. Et quelque part aussi pour servir à l'association et de pouvoir montrer que le handicap, il peut être partout. Et à tout moment dans la vie, et que c'est pas forcément visible et on peut pas forcément se douter ce que vit la personne au quotidien rien qu'en la voyant une fois. Donc au niveau de mon histoire personnelle, j'ai eu une enfance, on va dire, plutôt facile, rien de particulier à dire, une enfant même particulièrement sage et calme, une adolescence calme aussi, peut-être même un peu trop. Et les choses ont commencé à se compliquer à partir du lycée. Là, il y a eu des troubles psychiques qui ont commencé à prendre le dessus, notamment des grosses périodes de remise en question, un début de dépression, même si à ce moment-là, le diagnostic n'était pas posé. Et puis, au cours de mes études, pareil, le mal-être grandissait, il fallait aller sur Strasbourg, c'était de plus en plus difficile. Et j'ai fait ensuite ma première grosse dépression en 3e année d'études de pharmacie, où du coup je suis rentrée chez mes parents à Wissembourg. Je me suis dit que ça allait durer 1 ou 2 semaines, j'allais me reposer et puis tout irait bien. Et en fait non, ça a duré. La dépression a enchaîné sur des troubles alimentaires, donc dans mon cas de l'anorexie restrictive. Et suite à ça, j'ai dû être hospitalisée. J'ai été hospitalisée 2 fois, donc à ce moment-là j'avais 22 ou 23 ans. L'hospitalisation se passait bien jusqu'en été 2017. Où je devais sortir en fait sous la forme d'un programme un peu aménagé, c'est-à-dire que je devais reprendre des études
et revenir dormir à l'hôpital aussi pour faire progressivement les choses. Sauf qu'à ce moment-là, en été 2017, on a appris mon cancer. J'ai eu un cancer du cavum nasal. Donc c'est un cancer qui est hyper rare, qui est, contrairement à ce qu'on pense souvent, pas lié à notre mode de vie, où voilà, j'avais à ce moment-là jamais fumé, j'avais jamais bu d'alcool. Je suis quelqu'un qui n'avait pas du tout d'ailleurs profité de sa vie étudiante, comme on peut dire, j'avais jamais rien fait. Et en fait, c'est un virus qui va se loger dans l'arrière du nez, qu'on appelle le cavum, et qui, on ne sait pas pourquoi, va rencontrer une cellule un peu plus faible que les autres, et il va se développer en cancer. Donc après, même mécanisme, de cellule en cellule, ça grandit. Donc finalement, j'ai dû être hospitalisée du mois de juillet 2017 à décembre 2017 en traitement intensif. Donc j'ai fait de la chimio néoadjuvante où j'ai perdu mes cheveux. J'ai perdu mon audition aussi courant de cette chimio-radio. Et par chance, j'ai pas eu de métastase. Je dis vraiment par chance parce que la tumeur faisait déjà 7 cm au moment où on me l'a annoncé. Donc 7 cm, j'arrive même pas à imaginer finalement où c'est qu'on peut la loger. Et voilà, donc finalement je suis arrivée, j'avais 25 ans, en sortie de traitement. Et maintenant on me demande, bah voilà, t'es libre, tu es dehors et vas-y, bah continue ta vie. Voilà, c'est là que les choses ont véritablement commencé et que ça a commencé à être difficile. On m'a pas donné plus de liens que ça, d'association ou autre, hein. C'est vous êtes dehors, débrouillez-vous quoi. Quel défi? Alors bah ça a été déjà qui je suis. Qui je suis parce qu'on m'a interrompue, on va dire, pendant j'étais jeune adulte ou même en fin d'adolescence, où déjà c'est très difficile de savoir qui on est, ce qu'on veut dans la vie, entre ce qu'on nous a appris et ce qu'on veut vraiment être, où c'est qu'on veut vraiment aller. Et là on se retrouve avec comme des sacs en plus sur le dos. Et mince, comment je fais? Il y a eu rupture du parcours scolaire. J'avais fait que des études générales, donc j'étais très douée, il n'y a pas de souci, mais j'avais fait un bac scientifique, 3 ans d'études de médecine. Grosso modo, sur le marché du travail, je valais rien du tout. Et en plus de ça, j'étais pas non plus éligible à retourner dans la formation classique, puisque ayant quitté le cursus depuis plus d'1 an, je ne dépends plus de l'État et de la région. Je n'aurai plus de financement comme quelqu'un qui se réoriente par exemple. Donc je passe en ce qu'on appelle en formation pour adultes, en formation continue. Donc si je veux aller à l'université, je me paye la formation. Je dois me payer l'appartement sur Strasbourg, parce que Wissembourg c'est loin, ou voire ailleurs, hein, mais la problématique est la même. Et à côté de ça, je suis censée travailler du coup pour pouvoir me rémunérer tout ça. Sauf que je suis très fatiguée. Donc je ne pourrais pas cumuler emploi et voilà, donc c'est impossible. C'est impossible. Moi, ce que j'aurais peut-être aimé, alors c'est d'une pendant les traitements, il se développe aujourd'hui ce qu'on appelle les soins de support. Chez moi, ça n'existait pas encore. Ça n'existait pas tellement, donc finalement, chaque malade était très isolé. C'est un petit peu dommage. Et aussi sur l'après. On prépare pas l'après. Et ça, j'ai l'impression que c'est peu importe la maladie, peu importe un diagnostic qui a été posé, on vous donne comme ça les mots. Et après, débrouillez-vous. Et il y a peut-être ça, j'aurais, je pense, aimé être plus aiguillée sur vers où aller, rien que des gens qui aient le temps de répondre à mes interrogations. Moi, je pense que c'est à très large échelle, en fait, qu'on devrait faire davantage de sensibilisation pour tout le monde. Parce que le handicap, ça fait peur. Et les gens savent pas réagir. Soit on voit dans les yeux de la pitié, les gens, soit ils vont être dans un excès de pitié, donc ils vont nous parler comme si on était un petit enfant de 5 ans, ou soit ils ont juste pas envie, c'est un sujet un petit peu tabou, hein, donc ils ont pas envie, donc ils mettent un genre de masque très froid. Je pense que c'est juste être considéré comme une personne normale. Le handicap, je trouve ce que ça rappelle, c'est on est tous différents, on a tous des besoins différents, handicap ou pas handicap. Et je pense que c'est ça qu'il faudrait rappeler à très large échelle, c'est qu'on est tous singuliers. Et dès qu'on va à la rencontre de quelqu'un, on va à la rencontre d'un individu. Pas d'un handicap, pas d'une différence. C'est un individu, point. Alors pour tout ce qui est au niveau des structures, donc c'est vrai qu'au début, entre Cap Emploi, la GFIP, la MDPH, qui c'est qui gère quoi? Quand on a une question, on va vers qui? Ah mais c'est une jungle. C'est une jungle.
Et donc, le truc, c'est que c'est donné avec. Vous avez d'une part le diagnostic du handicap, mais d'autre part, il faut se dire comment je vais me dépatouiller avec ça, me repérer avec tout ça. Et aujourd'hui, aujourd'hui, ça va, mais parce que ça fait 7 ans. Ça fait 7 ans, donc maintenant je comprends. Mais non, ça a dû se faire à tâtons, en fait. Hein. Il n'y a pas eu d'aide. Encore là, l'année dernière, j'ai découvert un truc un dispositif qui s'appelle Inclupro pour l'inclusion professionnelle. Mais encore là, je me demande mais pourquoi personne m'en a parlé il y a 6 ans en fait. Et donc je trouve l'idée est bien, mais j'améliorerais peut-être le fait qu'à la fin, il faudrait peut-être qu'on ait quand même, j'imaginais, alors bien sûr ça implique toujours des moyens et que le gouvernement mette de l'argent dans ce champ-là, un référent par département minimum pour qu'on ait ensuite quand même quelqu'un avec qui discuter, au moins un rendez-vous téléphonique pour voir voilà, est-ce qu'il y a besoin d'accompagnement, est-ce que la personne se sent de faire les démarches seule, etc. Parce que effectivement, informer des aides, c'est déjà bien, mais c'est qu'une simulation et je pense que ça remplacerait pas un échange verbal derrière et quelque chose vraiment de savoir qu'on a un vrai référent finalement de tout ça. Malgré leurs handicaps, ces jeunes, ils ont un atout et ils peuvent nous donner une bonne leçon de vie tous les jours parce qu'ils sont peut-être différents, mais ils ont des choses à nous montrer, ils ont d'autres capacités peut-être que les gens ordinaires n'ont pas. Je trouve qu'il ne faut pas hésiter à faire appel à vous parce que je trouve que vous êtes des personnes vraiment volontaires et voilà. Si j'avais un message à faire passer, ce serait de dire qu'on est géniaux en fait. C'est même pas un jugement pour moi, c'est que toutes les personnes, absolument toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont un handicap, quel qu'il soit, ou qui ont eu comme ça une rupture de parcours dans leur vie, c'est des personnes qui ont une richesse immense. Il y a quelque chose, et je pense que c'est naturel qu'ils se développent, parce qu'on est obligé, à un moment donné, voilà, on coupe une partie voilà, au sens propre comme au sens figuré d'ailleurs, on est obligé de développer d'autres qualités, d'autres compétences, d'autres capacités, et ça c'est hyper intéressant. Et autant dans les échanges humains qu'au niveau professionnel. Et ça, faudrait qu'on s'en rende compte, et malheureusement aujourd'hui on voit que ce qu'on a en moins. On voit que mince, il va falloir mettre ça va être compliqué, mais on voit pas tout ce que la personne peut apporter et qui est grandiose quoi. À présent, je vous invite tous à vous lever et à réserver un tonnerre d'applaudissements en leur honneur.
Un immense merci à toutes celles et ceux qui se sont investis dans le projet Cap vers l'inclusion. Grâce à votre énergie, votre bienveillance et votre engagement, cette aventure humaine a pu voir le jour. Une mention toute particulière aux jeunes en situation de handicap, véritables moteurs de ce projet, et aux élèves qui ont collaboré avec eux, prouvant par leurs actions que l'inclusion est non seulement possible, mais essentielle. Merci également aux adultes porteurs du projet, Anne-Karine Grassler, coordinatrice Ulysse, Audrey Furman, AESH, Muriel Meyer, maman de Laura, Julien Lévis et Gwendoline Lévis, vidéastes engagés. Un grand bravo aux jeunes journalistes en herbe, Anaé, Laurine, Maëlys, Lou, Noam, Clémence, Émilie, Camille et Mathéo. Retrouvez sur le site de la collectivité européenne d'Alsace que nous remercions notre répertoire pratique des associations engagées dans l'inclusion professionnelle, un outil à destination des entreprises et des familles qui continuera d'évoluer grâce à vos contributions. N'hésitez pas à envoyer vos idées, suggestions ou nouveaux contacts à la CEA. Ceci n'est qu'un début, une humble pierre à l'édifice, mais déjà une belle avancée. Et n'oublions jamais, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin.